People, Tech, Impact. Je suis Jérémy Benamou, fondateur de The Tech Nation, et je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode de notre podcast The Tech Generation. Salut Stéphane. Salut Jérémy. Merci beaucoup de m'accueillir. Très content. Chez toi à Dubaï, on peut pas être mieux. C'est vrai. Du coup, nouvel épisode de The Tech Generation pour à l'enregistrement terminé 2024, à la diffusion, ce sera sûrement plutôt pour commencer 2025. Super. Donc je t'expliquais très très rapidement le principe du podcast. On va se le refaire rapidement. On va pas parler de toi tout de suite. D'accord. Le petit truc, si nos auditeurs ont envie de s'amuser un peu, il y a un ou deux indices et il y en aura peut-être quelques autres, mais si nos auditeurs veulent s'amuser, ils peuvent essayer de deviner qui t'es, ce que tu fais et à quoi tu te dédies dans la vie, où tu t'es dédié. Je vais te poser une question. On va parler de toi avec toi de créativité aujourd'hui. Je me disais dans le taxi pour venir qu'il n'y avait pas meilleure personne pour parler de créativité que toi. C'est sympa ça. Et donc je vais te poser une question en 3 temps. D'abord comme si j'étais un tout petit enfant. Donc je sais pas si ça va te parler ou pas, mais comme si j'avais 6-7 ans. Ensuite je vais te poser la même question. L'idée c'est d'y répondre en itératif pour essayer de comprendre comme si j'avais grandi d'un coup et que j'arrivais en stage dans ta boîte à 18-20 ans. Et ensuite comme si j'avais encore un peu grandi et que j'avais... quelque part entre 40 et 50 ans, que j'étais le CEO d'une belle boîte qu'il fallait que tu convainques sur une thématique en rapport avec ce qu'on va se dire. Très bien, c'est parfait. Ça te va comme programme ? Ouais. Trop cool. Alors du coup, la question tricky du jour, ça va être, on va, toujours avec cet angle IA, de se demander si à ton avis, l'intelligence artificielle va plutôt booster ou brider notre créativité. C'est la thématique du jour. Je ne sais pas si ça t'inspire, je te vois commencer à réfléchir. Complètement. Ouais. Il y a plein de choses à dire. Tu me dis quand est la question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors du coup, ça y est, je te la pose. Donc j'ai 6-7 ans, je suis le petit Jérémy. Et du coup, je te demande, j'ai commencé à entendre parler de l'intelligence artificielle, j'ai pas tout compris, mais je te demande à ton avis, Stéphane, si ça va m'aider à être plus créatif ou au contraire, ça va être créatif à ma place et ça va me brider. Alors, c'est une très bonne question. Moi, la manière dont je le vois, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un super outil. C'est un assistant. C'est un peu comme la calculatrice. Pour moi, il faut savoir faire ces tables de multiplication. Il faut les connaître. C'est la base. Il y a plein de choses, je trouve, qui ne servent pas à grand-chose en termes de maths au collège et au lycée. Mais par contre, les multiplications, les fractions, il y a des choses qui sont indispensables. Et pour autant, c'est bien d'avoir une calculatrice aussi. C'est pareil, je pense, pour l'IA. Il y a des choses qu'on doit faire par nous-mêmes, mais l'IA, c'est un catalyseur de créativité. Nous, en ce moment, je te donne un exemple, on produit la première comédie musicale de cette partie du monde qui s'appelle Once Upon a Time in Dubai. Il y a plein de choses qui ont été permises grâce à l'IA générative, notamment, par exemple, les sketchs, un petit peu, les maquettes de la scène, les premières pistes de chansons, l'idée des paroles, la révision du script, des choses où normalement ça nous aurait coûté beaucoup plus cher, ça aurait pris beaucoup plus de temps, il y aurait eu beaucoup d'allers-retours avec des interférences humaines en termes de personnalité, de caractère, d'ego, de sous. Et tout ça, ça a été complètement effacé grâce à une solution qui coûte $20 par mois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de créatifs, on a des créatifs dans le projet. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer la créativité humaine. Mais l'IA, en tout cas générative, si c'est le sujet d'aujourd'hui, mais ça veut dire que tu n'auras plus d'acteurs dans ta comédie musicale, du coup. Si, parce qu'il n'y a rien qui remplace le spectacle vivant. J'ai 7 ans, pardon. Ah, t'as 7 ans. Alors non, il n'y a rien qui remplace le spectacle vivant, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui remplace l'humain. Mais en termes d'assistance, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça décuple les possibilités, ça décuple la créativité, ça ouvre des chemins aussi, un petit peu comme dans une histoire. Par exemple, quand on demande à GPT-4 ou d'autres solutions, à Claude, à Gemini, de nous dessiner des choses, de nous imaginer des choses, ça ouvre des chemins auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé. Et tout le monde n'est pas Beethoven, ou tout le monde n'est pas Seurat, donc tout le monde n'a pas forcément au Brel une créativité débridée. Et justement, je pense que l'IA générative peut activer des leviers qu'on n'aurait pas activés naturellement. Et c'est fantastique. Et donc, ça permet à des gens qui ne sont pas forcément non plus des génies d'atteindre des niveaux bien plus élevés qu'ils auraient atteints en temps normal. Donc peut-être que moi, je ne suis pas un génie, mais j'arriverai à en être un quand je serai grand. En tout cas, ça peut aider les gens malins, comme la calculatrice pouvait aider les gens malins à l'époque. Et voilà, il y a 2 écoles je sais pas, on est en 2024, bientôt 2025 demain, littéralement demain en plus, après-demain.
À l'époque, il y avait 2 écoles pour les calculatrices lors des examens. Soit on autorise, soit on l'interdit. Et moi, je suis plutôt partisan de on l'autorise. Parce que voilà, l'idée, c'est de voir le raisonnement, d'être capable de produire un raisonnement, et la calculatrice te permettrait de gagner du temps. Ça ne veut pas dire une fois de plus qu'il ne faut pas connaître ses multiplications, mais c'est l'assistant qui t'aide à faire la basse besogne, entre guillemets, et toi, tu es sur les tâches majeures. Donc, c'est un super assistant qui permet d'aller plus vite. Mais du coup, moi, si je veux être créatif, c'est pour avoir des idées. Et du coup, par exemple, la calculatrice, elle m'aide pas trop à avoir des idées. Pourquoi l'IA, c'est différent? Super question. Tu as toujours 7 ans ou pas déjà? Ouais, j'ai encore 7-10 ans. Ça monte, ça monte. J'ai l'impression d'être dans Hot Ones, tu sais, avec les piments. On va jusqu'au pire. Sarah, qui coproduit le podcast avec moi, au début, une idée de base qui était sortie, c'était de le faire en mode Hot One, justement. Puis c'est vrai? Dit, non, on va pas copier, on va trouver autre chose. Ah là là, ça aurait été très dur. Je supporte pas le piment. Pour revenir à nos moutons, ta question, c'était... Et la calculatrice, elle m'aide pas à avoir des idées. Du coup, pourquoi, puisqu'on parle de créativité, pourquoi l'IA, qui est un outil, m'aide à être créatif? En fait... Comment? En fait, une fois de plus, déjà, ça peut t'aider à avoir des idées, ça peut te produire des idées, mais même pour les gens qui ont des idées et qui sont créatifs, tu vois, moi, par exemple, je trouve que j'ai un peu de créativité, et parfois sur Google, je sais qu'il y a l'information que je recherche, mais il faut poser la question d'une certaine manière pour avoir la réponse. Et je sais que, voilà, parfois, ça marche pas à la première recherche, parfois pas à la deuxième, parfois pas à la troisième, mais au bout d'un certain temps, je sais, quand j'étais petit, c'était des codes de jeux vidéo, après, ça a été des choses pour réparer des ordis, je sais que la réponse se trouve sur Google. Et si j'ai pas trouvé la réponse, c'est que j'ai pas bien posé la question. Donc Google va me fournir la réponse, c'est pas moi qui l'ai produit, c'est Google. Mais par contre, il faut que je me creuse les méninges pour dire qu'est-ce que j'ai besoin de poser comme question pour avoir la réponse. Je suis persuadé que la réponse est là-dedans. Pareil pour l'intelligence artificielle. Donc il faut faire le bon prompt pour avoir la bonne solution. Et donc tu dois quand même te malmener un petit peu, on va dire entre guillemets, pour arriver à ce que tu veux avoir. Donc, c'est pas du tout cuit dans le bec, entre guillemets. Et c'est en cela que je vois un assistant. Et la créativité, c'est toi qui l'as. Tu dis, tiens, j'ai besoin de faire une histoire avec 2 canards qui sont au bord d'un lac. C'est toi qui vas penser qu'il y a 2 canards au bord d'un lac. Après, si tu veux que l'IA générative, en tout cas, te dise si le lac, il est bleu, jaune, rouge, vert, si c'est possible que cette histoire, techniquement, elle ait lieu, etc. C'est un peu un super assistant, c'est un peu un super chercheur, c'est un documentaliste. Ça fournit énormément de métiers qu'on n'a pas forcément sous la main, qui ne sont pas forcément simples à avoir. En termes de traduction, c'est imbattable. En termes de connaissances globales, c'est imbattable aussi. Donc oui, c'est comme Internet avec les premiers logiciels. Tu vois, ce qu'on est en train de faire là, en fait, tu vois, ça n'aurait jamais été possible, le podcast, il y a 20 ans. Ça n'enlève rien, voilà, à ce que tu as entrepris de faire ce podcast, c'est Tech Nation. Mais voilà, avec 2 micros, un petit logiciel de montage, tu fais quelque chose. Avant, il fallait être énergie pour faire ça il y a 20 ans. Ouais, ça n'enlève rien à ton mérite. Mais c'est juste qu'il y a des outils pour 200 balles ou 500 balles qui te permettent d'être aussi bon que la meilleure station de radio de France. Ouais. Donc voilà, c'est des moyens technologiques qui te permettent d'atteindre le même niveau que les plus grands professionnels. Et voilà, c'est toi qui mènes toujours la barque, mais avec des super outils, tu auras un résultat équivalent à des super équipes, quoi. Merci. C'est quoi? Ça fait la transition parfaite pour notre stagiaire de 18-20 ans. Tu me faisais penser en me disant ça que franchement le mois qui avait 18-20 ans, il n'aurait pas cru que le mois à 38 ans, il serait sur une plage avec 2 micros, un ordinateur, en train de faire un podcast comme ça, tu vois, en train de se prendre pour le gars d'énergie. Donc non, on y est complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors du coup, le deuxième angle, j'ai grandi un peu, donc je suis Jérémy, j'ai plus 7 ans, j'ai 19 ans. J'arrive en stage chez toi, et puis on va dire que tu me prends dans ton bureau parce que tu attends de moi que je sois créatif, et puis moi je trouve ça cool, j'ai l'impression d'être créatif. Et ma posture, c'est comme je pense beaucoup de gens de cet âge-là, elle est un peu paradoxale, quoi. Je sais pas trop, à la fois j'utilise à mort. Pour moi, il y a pas tellement de débat sur l'IA, c'est-à-dire que c'est là et ça partira plus. Mais en même temps, comme souvent à cet âge-là, je me pose tout plein de questions. Je sais pas si finalement on aura besoin de moi, si je sers à quelque chose, parce que peut-être qu'elle va me prendre mon métier. Tu me donnerais quoi comme conseil? Alors, je pense que c'est tout le contraire. Si je peux me permettre, si tu es stagiaire et que tu es malin, pas juste que si tu es stagiaire et malin, tu vas pouvoir finalement, si tu maîtrises bien l'intelligence artificielle, parfois faire le travail qui nécessitait autrefois des gens qui avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle. Et je pense même qu'on va parfois prendre des stagiaires malins
pour remplacer des juniors, voire peut-être même des seniors. Il y a 10-15 ans, il y a un mec qui payait un Chinois pour faire son travail parce que le Chinois coûtait moins cher de l'heure et lui, il était à la plage et il remettait son travail était très bien fait. Je pense que l'IA peut faire ça pour certains jobs, entre guillemets. Donc le stagiaire, il a de la chance. Tu m'as pas dit que tu étais un gars avec 5 ou 10 ans d'expérience professionnelle. Juste le stagiaire de 2025, s'il est malin et qu'il a fait le tour des IA génératives, il marque considérablement des points. Et il a un point d'avance. On dit souvent, est-ce que l'IA va tuer le travail de certaines personnes? Non, c'est les gens qui maîtrisent l'IA qui va tuer les gens qui ne maîtrisent pas l'IA, tout simplement. Donc, c'est juste ça. Comme les gens qui maîtrisent Internet. Quelqu'un qui ne maîtrise pas Internet, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance parce que le monde aujourd'hui est numérique, quelle que soit l'industrie dans laquelle on est. Le menuisier, il travaille sur Internet. Le peintre en bâtiment, il travaille aussi sur Internet. Donc, celui qui ne maîtrise pas Internet, il est mort. Et celui qui ne maîtrise pas l'IA générative, il n'a pas une très longue espérance de vie, à mon sens. Il y a quelques épisodes, on parlait de boulanger, tu vois. Donc, le boulanger aussi, il maîtrise le numérique. Alors, je ne sais pas s'il maîtrise l'IA, mais même le boulanger, en termes d'IA, je pense que ça peut le servir graphiquement, ça peut le servir en termes de projection de vente, en termes de benchmark. S'il est malin, une fois de plus, ce n'est pas juste l'outil, c'est vraiment l'outil et être malin. C'est comme Internet. Internet, tout le monde a Internet, mais c'est les gens qui sont malins, qui ont réussi à faire des choses exceptionnelles. C'est la combinaison des deux. C'est pas juste l'outil. C'est quand même une calculatrice. Je peux te donner une calculatrice, mais ou Internet, ou Google, ou Wikipédia. Mais si tu sais pas, si dans ta tête, tu n'as pas le point de chute, je peux te donner le meilleur outil du monde. Si tu sais pas comment ça marche, tu n'as rien compris, quoi. Et alors, du coup, ça m'inspire plein de trucs. Mais si je suis ce Jérémy de 19 ans, j'ai envie de te demander quelques conseils très pratiques parce que c'est vrai que j'entends toujours beaucoup de théories. Et puis... allez, je me remets dans une autre position, mais j'ai été sur GPT quelques fois, je lui posais des questions, c'est un peu mieux que Google. Ok, mais en fait, d'un point de vue créativité, je fais comment? Imagine que tu me demandes d'écrire une scène de Once Upon a Time in Dubai. T'as des tips? Comment tu m'aiderais à être créatif grâce à l'IA? Alors déjà, tu peux même lui demander comment être créatif. C'est la première question que tu pourrais poser, c'est comment être créatif. Déjà, il te donnerait des éléments de réponse. Juste un petit conseil, mais certains de tes auditeurs doivent le savoir, il faut toujours relire. Toujours relire ce que fournit à date les intelligences artificielles, en tout cas tout ce qui est GenAI, que ce soit Claude, Gemini, GPT ou autre. Moi, à un moment, j'étais en mode automatique, donc je demandais à GPT de relire mes contrats, GPT fort, et j'envoyais, et à un moment, GPT, je négociais avec un très grosse multinationale qui fait des milliards de dollars. J'envoie le contrat, une nouvelle version du contrat, et GPT me dit que il y a certains éléments qui ont été changés par rapport à l'autre version et que c'est à mon désavantage. Donc j'ai même pas vérifié, j'ai envoyé un mail incendiaire à mon client en disant comment ça se fait, vous avez modifié le contrat. Mon avocat m'a dit que c'est un scandale. Et le partenaire, le client m'a dit mais on n'a jamais fait ça. Je fais si, j'en suis quasiment certain. J'ai redemandé à GPT, t'es sûr de toi? Il me dit oui, je suis sûr de moi. J'ai dit à mon client, vous me prenez pour un con, en gros. Et en fait, le client avait raison et l'intelligence artificielle avait tort. Donc, il faut toujours relire, à date en tout cas. Alors après, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, mais je ne crois pas. Il a commis une erreur. Il a commis une erreur de jugement, donc ça arrive encore. C'était il y a 15 jours. Donc, c'est pas Bruce Almighty, Bruce le Tout-Puissant. C'est vraiment, il faut faire attention. Il faut relire. C'est pour ça que c'est un assistant, un super assistant stagiaire, tête bien faite, l'intelligence artificielle. Donc, c'est super. Ça te donne des idées, ça résout des problèmes. Faut relire derrière, comme si tu as ton PA, ton personal assistant. C'est pas cette patouille. Le président des États-Unis, il a des gens qui font ses courriers pour lui, mais j'imagine qu'il relit avant d'envoyer un autre chef d'État. Je pense qu'ils disent pas envoyez ça comme ça, faites ce que vous voulez, parce qu'il engage sa responsabilité et la responsabilité de son organisation. Ça dépend peut-être desquels, mais comment? Ça dépend peut-être duquel président. Mais ça dépend de quel président exactement. Si c'est Panama ou le Canada en ce moment, c'est à la mode. Ok, trop bien. Tu sais quoi, ça me fait un autre super exemple de ce qu'il faut pas faire avec l'IA. Jusqu'ici, tout le temps, je ne sais pas si tu as entendu cette histoire d'une avocate aux États-Unis qui a plaidé une jurisprudence qui avait été inventée par GPT. Donc ouais, je te rejoins, c'est pas parce que ça fait tout très bien que ça fait toujours bien. Et après, on parle souvent des trucs qui ne marchent pas. C'est comme on parle des crashs d'avion. Hier, le crash d'avion, il est sans doute d'origine militaire, on a vu, mais la plupart des crashs d'avion, c'est des accidents malheureux. C'est 1 sur des millions et des millions, mais quand on en parle, ça fait la une des journaux, la une de tout. On a l'image de l'avion qui explose ou qui se crache et tout le monde en parle, mais c'est ultra minoritaire. C'est une fois de plus, sur des millions, voire des dizaines de millions, mais tout le monde l'a en tête en disant merde, c'est un truc qui arrive limite souvent. Et là, c'est pareil. Et quand il y a des problèmes avec l'intelligence artificielle,
on zoome dessus parce que c'est marrant, parce que parfois c'est insolite, parce qu'il y a plein de choses. Mais la réalité, c'est que ça reste très marginal par rapport aux effets vertueux et bénéfiques que ça peut Tous les apporter. trucs qui marchent font pas la une des journaux. Oui, bien sûr. Le mal vend plus que le bien. Ouais. Le mal vend plus que le bien. On est dans une république du buzz aujourd'hui. C'est dans Tech Nation, là, moi je te parle de la république du buzz, où finalement voilà, on cherche à faire parler des choses un peu marrantes, un peu voilà, triviales, plus que des choses sérieuses. Ok, trop cool. Et c'est pas grave, il y a un peu de bruit autour de nous. Et du coup, pour reprendre un peu ce truc-là, donc en termes de tips, je te demandais, tu me disais, poser tout simplement la question à ChatGPT de savoir comment est-ce que je pourrais être créatif. Et donc, je lui demande comment être créatif. Une fois qu'il m'a appris à être créatif, je le relis. Et je sais pas, t'as d'autres GPT ou n'importe quel autre, t'as d'autres petits tips comme ça, des trucs que tu fais toi, tu pourrais conseiller à ce stagiaire ou s'il est un peu perdu et qu'il est devant son ordi et qu'il sèche en fait justement, comment il pourrait se lancer? Je me permets de te demander ça parce que moi typiquement quand je sèche sur des trucs ou quand je procrastine ou quand j'aime pas faire un truc ou que j'ai pas envie ou autre, c'est devenu mon meilleur ami, c'est-à-dire que j'arrive à faire des trucs que j'avais pas envie de faire avant. Il m'aide même à faire ma compta maintenant. Mais... C'est vrai? Ouais. Mais il la fait pas à ma place, mais je lui demande de me tenir la main et de m'aider pas à pas, tu vois. C'est vrai. Alors, faut juste, c'est pas un tips, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que toutes ces IA génératives ont été soit programmées, soit guidées par des hommes et des femmes. Et donc, il y a des biais. D'ailleurs, tu l'as vu, si tu demandes à GPT, alors c'est pas le cas sur Grok ou le truc de Elon Musk, mais à GPT, dessine-moi Mickey Mouse, il va pas le faire parce qu'il y a une propriété intellectuelle. Et ça, c'est un exemple basique. Si tu dis, si tu poses certaines questions, tu n'auras pas certaines réponses. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une ingérence humaine dans le traitement des informations. Alors, je pense pas que si tu demandes de faire la compta de Tech Nation, t'es comment il s'appelle, soit Sergey Brin pour Larry Page pour Google, soit notre ami de chez OpenAI qui soit derrière. Mais il ne faut pas oublier que c'est biaisé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est grave, ça ne veut pas dire que ça va apporter préjudice à ton business, mais il y a un biais. Il faut juste le garder en tête. Donc, dans les questions que tu poses, il y aura toujours un biais. La manière dont tout est reproduit, dans la manière dont tout est réalisé. Donc, moi, je garde ça en tête quand même en analysant les réponses. C'est quelque chose à avoir en tête. Ok. Ouais, du coup, je pense qu'on peut passer à notre CEO. Notre stagiaire a été bien alimenté. Donc là, il faut que je me mette dans une position un peu différente. Mais allez, ouais, je suis un CEO, je suis un partenaire. Je sais pas pourquoi, traditionnellement, je prends toujours des personnages sceptiques parce que c'est plus marrant pour parler d'IA. Mais celui-là, justement, il se bat un peu contre l'IA, celui que je suis là, parce qu'il considère que la créativité, elle doit être humaine et point barre, et qu'à partir du moment où il y a une créativité artificielle, c'est artificiel et du coup c'est moins bien. Et si tu avais cette discussion avec ce gars-là, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui donnerais comme contre-argument en quelque sorte? La même chose que à l'époque on dessinait avec un crayon bout de papier. Aujourd'hui on a Photoshop. Aujourd'hui rien ne se fait sans des logiciels. C'est comme si le patron souhaitait que ses équipes repassent au crayon et au stylo pour avoir plus de créativité. Ce qui n'a pas de sens parce qu'on peut tous les créatifs du monde travaillent sur Photoshop ou sur Katia et SolidWorks, ce logiciel de chez Dassault. 90% des voitures que tu vois dans la rue sont modélisées d'abord sur ces logiciels. On ne va pas demander aux gars de redessiner à la main sur un bout de papier ce genre de produit. Mon copain Laurent Alexandre, il dit que la plupart des CEO qui ne maîtrisent pas GPT-4 en 2024, donc avant demain, ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie qui est de quelques années devant eux. Donc, et c'est pas à leurs équipes de maîtriser ça, c'est à eux parce qu'ils donnent la direction et s'ils ne comprennent pas les enjeux, leur entreprise va droit dans le mur. Donc, une fois de plus, priver ses salariés d'IA générative, à mon sens, c'est les priver d'un avantage compétitif, c'est les priver d'Internet. Comme tu dis, allez, je coupe Internet. Alors, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Moi, je comprends le salarié de Samsung qui s'est fait virer il y a 1 an parce qu'il posait des questions, il mettait toutes ces informations chez OpenAI en disant, voilà, on va lancer le Galaxy 28, le concurrent, ils vont lancer tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Ça pose un souci. Mais après, il y a des choses, des modèles beaucoup plus souverains, indépendants, qui peuvent fonctionner aussi. Donc, il faut être intelligent de la manière dont c'est traité. Et je comprends qu'on ne puisse pas tout mettre non plus sur les IA qui appartiennent aux GAFAM, parce que finalement, ça leur appartient. Il faut se souvenir qu'il y a le Patriot Act et que le gouvernement américain peut tout simplement demander
au patron de OpenAI, à Jeff Bezos ou à Larry Page, Sundar Pichai, de montrer ce qu'il y a derrière et de montrer ce qui se passe dans la comptabilité de Tech Nation. Je ne pense pas qu'ils le fassent, mais ils peuvent le faire. Donc il faut se souvenir de ça. Donc voilà, moi, mes entreprises, malheureusement, ne sont pas encore Renault ou Total ou LVMH. Mais voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est dedans ne vous appartient pas. Et le gouvernement américain, et peut-être chinois aussi, et de l'autre côté pour les autres solutions, ont accès à ce genre de data. Pareil, il faut le garder en tête. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis partisan de tout mettre dessus. Je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. Mais je peux comprendre les craintes. Par contre, il faut juste s'adapter. C'est pas pour autant qu'il faut... c'est comme si tu disais, le gouvernement américain a accès à ce qu'il y a, à Google Drive ou à Microsoft OneDrive, par exemple. Donc, j'arrête d'utiliser les solutions des GAFAM. Ça ne peut pas marcher, malheureusement. Donc, il faut juste trouver un juste milieu par rapport à ça. En tout cas, pour le CEO qui est en face de moi, je pense que il doit embrasser le changement. Alors, tu me posais la question avant l'interview, tu me dis, mais est-ce que c'est une mission d'un consultant? Est-ce que, déjà, moi, je pense, j'ai fait beaucoup de métaverse à l'époque. C'est un gros mot aujourd'hui, métaverse, malheureusement. Et c'est un terme un peu galvaudé par rapport au Web3. Mais je pense que, moi, ce que je disais toujours, on me dit, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher, le métaverse? Je dis, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, ça ouvre les chakras. On faisait des formations dans tous les groupes du CAC 40. Et je ne dis pas que c'est ça la solution, mais formez tous vos salariés au Web3. On écrit même un bouquin là-dessus, à la blockchain. Ça leur ouvre des chemins dans leur tête, ça leur ouvre des possibilités. Donc, former ces salariés à l'IA générative, déjà, c'est marrant, c'est ludique, c'est instantané, les résultats sont instantanés, les cas pratiques sont immédiats et par milliers. Et en plus, le truc, c'est que ça ouvre les chakras. Donc, même si ça ne change pas la vie de l'entreprise, au moins, on plante une graine et on ne sait pas ce qui peut se passer. Le seul problème, c'est que les employés quittent la boîte en disant c'est génial, je vais pouvoir faire autre chose. Mais ça, malheureusement, si on a peur de ça, on peut pas avancer. Ouais. C'est comme pour tout une question de curseur, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de où est-ce que je mets mes curseurs. Mais aujourd'hui, celui qui ne maîtrise pas, qui ne met pas l'IA générative dans sa boîte, c'est celui qui ne mettait pas Internet. Moi, je l'ai connu, hein. Alors, j'ai 41 ans, mais j'ai connu le début de l'Internet, où j'ai dû convaincre des milliers de personnes. Mon père avait un des premiers sites internet, s'appelait 123france.com en France, et on devait convaincre les gens d'aller sur Internet. On disait, mais c'est génial, vous vous rendez pas compte. Et il y a plein de gens qui étaient réfractaires en disant, non, moi je reste au fax. C'était des hôteliers, les réservations hôtelières, ça fonctionne très bien par fax et par téléphone. Je vois pas pourquoi on irait sur Internet, j'y crois pas. C'est compliqué, il faut un modem, il y a plein de trucs. Donc, ils avaient peut-être raison sur une partie de la question, mais aujourd'hui, ces gens-là, c'était les plus vieux d'entre eux. Ils ont pas pris malheureusement, ils n'ont pas pris le virage. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'hôteliers qui prennent des réservations au fax. Booking, c'est 92%, 90% des réservations dans le monde. Booking et Expedia. Donc aujourd'hui, l'histoire leur a donné tort par rapport à ça. Ok. Bon, du coup, tu as dit des tonnes de trucs qui, moi, me font crever d'envie d'en savoir un peu plus sur toi. J'imagine que les gens qui nous écoutent aussi beaucoup. La question, Stéphane, c'est toujours un peu la même sur ce podcast. C'est finalement, si on prend le Stéphane Petit, tu vois, qu'on reprend un peu cette histoire, c'est quoi les étapes qu'est-ce que tu as fait dans ta vie et c'est quoi les étapes qui t'ont emmené jusqu'à la personne que tu es aujourd'hui? Alors là, il faut un nouvel épisode de Tech Nation. Ouais. Alors, tu veux un condensé en 1 minute? Non, on n'a pas 1 minute, on a autant que tu veux. Mais de mon parcours, c'est ça? Ouais, non, mais savoir un petit peu... Non, il n'y a plus d'IA, là, c'est vraiment en savoir un peu plus sur toi, savoir d'où tu viens, quelles ont été les grandes étapes de ta carrière, et puis où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, si on résume, j'oscille entre 2 industries depuis 20 ans, la tech et l'entertainment. La tech, c'est un moyen, et l'entertainment, c'est la fin. Je vais m'expliquer. J'ai commencé en stage chez Warner Bros. Ça me faisait rêver, j'étais chez Warner Bros. Consumer Products, mais le management était bizarre, donc j'ai donné ma démission. Je suis le premier stagiaire qui a coupé son stage en 2, alors qu'il était dans l'entreprise de ses rêves. Ensuite, je suis retourné faire un master, et après j'ai monté ma première boîte dans les services à domicile en ligne. Staff, super produit, super solution, j'ai remporté la BFM Academy, mais ça n'a pas marché, comme la plupart des jeunes startups qui se montent. Échec. Après ça, je monte un site qui s'appelle faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place. Énorme buzz, 1 million de visiteurs uniques, mais ça rapporte pas grand-chose. Je rejoins tu veux le dire? Je rejoins je rejoins Rentability Web, une fintech. Pendant 2 ans, j'organise la distribution de billets au pied de la Tour Eiffel, qui donne lieu à la loi Boucris, qui est dans le code pénal maintenant français. Donc faites pas ça, sinon vous allez tomber sous le coup de ma loi.
Et je ne touche rien d'ailleurs, malheureusement. D'ailleurs, je dis ça depuis 10 ans quasiment, un peu plus. Mais il y a un mec qui est tombé sous le coup de la loi en France il y a peut-être 2 semaines, si tu regardes, il a distribué de l'argent, il a fini en prison. La loi Boucris a été appliquée. Pour préparer un peu ce podcast, j'en ai réécouté quelques-uns de toi, Ouais. notamment celui chez Mathieu Stéphanie. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait que je focus pas trop sur ce Ouais, truc-là. Parce alors que tout le monde en on parle passe tout le le temps. buzz. Non, mais au sur le contraire. buzz. Non, mais parce que c'est vrai, quand tu le dis, c'est assez génial de se dire t'as fait un buzz marketing qui a fait que t'as une loi à ton nom. C'est assez extraordinaire. J'espère C'est qu'on marrant parce que passera à la postérité c'est comme, pour autre encore chose. une fois, t'as fait des tonnes de trucs dans ta carrière. Et c'est celui-là, comme c'est le truc le plus marrant, c'est sûrement celui-là qui ressort le plus souvent, non? Souvent, ouais. On a fait d'autres trucs marrants. J'ai fait beaucoup d'opérations de buzz, mais c'est pas le sujet du jour, donc on va peut-être pas en parler. Mais après ça, j'ai en parallèle de Rentability Web, j'ai monté une billetterie de spectacle dernière minute qui s'appelait 2 heures avant avec Xavier Niel qu'on a revendu. Ensuite, j'ai tout quitté pour j'ai monté un fonds d'investissement qui existe toujours, qui s'appelle Altis Media Ventures / l'Express Ventures, premier fonds de Media for Equity en France. Ensuite, j'ai monté une ESN avec Vincent Klingbeil et Patrick Bunand, qu'on a monté à quasiment 500 consultants et qu'on a revendu au groupe La Poste. Donc, on est devenu postier, on a prêté serment, tout ce qui va avec. C'est marrant parce que quand je passais dans la rue à Paris et tu avais les camionnettes jaunes, mes copains ils se moquaient de moi, ils me disaient je crois Stéphane il y a ta voiture de fonction qui t'attend. Et c'est marrant, des Rosé Mira, il n'y a plus de poste. Il n'y a personne, si tu verras en sortant, il n'y a pas de boîte aux lettres, ça n'existe plus. Ah ouais. Tu dois payer, si tu as ta boîte aux lettres, c'est 1 000 € par an. Et le postier doit venir tous les jours. Mais pourquoi tu aurais une boîte aux lettres finalement? Ouais, C'est assez fou. C'est une vision du futur. Ok. Je ne devrais pas dire ça parce que j'adore la poste et les postiers, c'est une de mes familles professionnelles. Mais malheureusement, le courrier, c'est mal barré. Les colis, ça va très bien, mais les courriers, c'est mal barré. Après ça, j'ai monté une deuxième ESN qui s'appelait Excelsior, qu'on a monté à un peu moins de 200 consultants, qu'on a revendu à un groupe qui est coté en bourse à Paris, qui s'appelle Alan Holman. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu m'installer à Dubaï. On a développé le business ici et j'ai tout quitté le 16 avril dernier. J'ai donné ma démission au président pour produire la première comédie musicale de l'histoire de cette partie du monde qui s'appelle Once Upon a Time in Dubai, dans laquelle je suis associé avec Universal Music, qui est la première major au monde. Et on a des super partenaires, les plus grands sponsors qu'on peut rêver d'avoir, qui sont là-dessus. Et dans un an, donc en décembre 2025, donc si tes auditeurs viennent à Dubaï en décembre 2025, Once Upon a Time in Dubai, pour 150 000 spectateurs sur 50 dates pour commencer. Wow. Et après, on tournera en région, à l'international et normalement sur Netflix dans quelques années. Voilà, in a nutshell. Et à côté de ça, je suis investisseur dans une 50aine de startups, des très très belles pépites, de Didomi à Prochaine Escale. C'est la minute publicité, les amis. Attention, j'ai plein de boîtes super que j'adore. Il y a une boîte dans laquelle j'ai investi, la dernière, c'est l'agence Gust. Ils faisaient de l'influence, maintenant ils font des visuels, tu sais, pour Instagram, pour TikTok, en 3D. Bon, c'est des petits génies. Donc les amis, si vous avez du marketing ou de la com, passez par l'agence Gust. Voilà, comme ça, merci, je t'ai piqué une publicité sur le podcast. Mais voilà, donc je fais un peu de mentorat. Je suis président de la French Tech aussi, pour cette partie du monde. Donc c'est complètement pro bono. Ouais. Alors c'est complètement gratuit. Les gens me disent, t'es bien payé pour ça? Non, je ne suis pas bien payé pour ça. Ils nous ont filé un peu de budget pour faire des événements, donc c'est cool. Mais bon, ils sont sympas et c'est un peu une manière de rester en contact et avec la tech et avec la France. Et Alors tu pourrais rendre très jaloux Guillaume de la French Tech de Barcelone en montant un plus beau studio de podcast que lui à Dubaï. oh, je sais pas, tu lui raconterais les conditions dans lesquelles on a tourné cet épisode. En t'écoutant, j'avais envie de dire que voilà, en 3 minutes, en écoutant ton parcours très condensé, pourquoi j'avais envie de parler de créativité avec toi. On a l'impression que ta vie, c'est des idées, quoi. Ma vie, c'est un film. Et il y a des épisodes très sympas. En fait, c'est une série et il y a pas mal d'épisodes sympas qui vont arriver dans les 10-15 prochaines années. Donc moi, je veux qu'on garde ce podcast et que dans 10 ans, j'espère qu'on se reverra avant, mais tu dis, tu m'avais parlé de ça et je pense que dans les meilleurs épisodes de la série, ils arrivent maintenant. Ils arrivent maintenant et ça va être quelque chose de dingo, quoi. Et justement, moi j'ai envie de... Comment on passe... Enfin, c'est pas comment, parce que tu l'as un peu expliqué, mais c'est assez dingue de passer donc entrepreneur plutôt dans la tech, enfin même complètement dans la tech, et puis d'arriver jusqu'à monter une comédie musicale. C'est une passion, c'est une opportunité, c'est comment t'en es arrivé là? Alors, l'entertainment, de manière plus générale, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est juste que c'était pas possible. Le chemin la ligne droite était pas possible. Mais j'ai jamais perdu cette vue. Moi, je suis je suis très bordélique, mais je fonctionne. Ça, j'en parle malheureusement, excuse-moi pour le doublon, mais dans tous les podcasts. On est le 30 décembre aujourd'hui. Cet après-midi ou demain, je vais m'appliquer sur ce qu'on appelle un life plan de vie.
Et donc, je liste pour toute l'année qui arrive, l'année 2025, une dizaine d'objectifs concrets. C'est des objectifs SMART, c'est mesurable, spécifique, measurable, etc. Et bizarrement, c'est des objectifs très ambitieux, mais à la fin de chaque année, depuis 10-15 ans, 90-95% des objectifs sont réalisés. Et moi, je l'explique. Alors là, on va passer dans le côté mystique. Ça fait toujours un peu bizarre, mais les gens me disent, il part dans son délire un peu bizarre, chelou. Mais je crois beaucoup à la loi de l'attraction, ce que les Américains appellent the secret. Et je crois beaucoup que tu attires les éléments de l'univers vers toi, quelles que soient ses croyances religieuses, traditionnelles et tout. Et je pense que ce life plan, quand tu listes tes idées et que tu le regardes comme une prière tous les jours, les choses se réalisent. En fait, l'analogie que je fais souvent, c'est que tu ne peux pas grossir si tu te pèses tous les jours. Moi, j'ai fait beaucoup de yo-yo, j'ai perdu 20 kilos. Là. On peut faire le pari si tu veux. Si à partir de demain, tu te pèses tous les jours de l'année, tu ne grossiras pas. Ça ne demande pas grand-chose comme effort. Tu te pèses tous les matins. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de dissonance cognitive qui s'opère. Si tu te pèses, je ne sais pas combien tu pèses. Si tu te pèses, on va dire tu pèses 80 kilos, on ne va pas le dire. Et que tous les jours, tu prends 100 grammes ou 200 grammes, à un moment, ça va bugger dans ta tête. Alors, si tu ne te pèses pas, les objectifs sont loin, la réalité est loin. Ouais. Donc bon, le pantalon, il serre un peu, mais c'est pas grave. Mais si tu vois le chiffre, tu peux pas tricher avec ça. À un moment ou un autre, tu vas dire, merde, tous les jours, je me pèse et tous les jours, c'est comme si tu étais de plus en plus à découvert sur ton compte. À un moment, tu pètes un plomb. Là, c'est pareil. Donc, on sort un peu de Tech Nation et de l'IA, mais je pense que le life plan, les amis, c'est un conseil exceptionnel que je peux partager avec vous aujourd'hui. Ça a changé ma vie, j'espère que ça changera la vôtre. Listez vos objectifs pour 2025 et après, imprimez cette liste. C'est mieux de l'imprimer, mais sinon sur le téléphone. Et tous les jours, vous regardez cette liste et à la fin de l'année, je peux vous garantir que 90% des objectifs au minimum auront été atteints. Même des choses un peu folles. Acheter un appartement, acheter 2 appartements, faire ceci, faire cela. Moi, il m'est arrivé des choses, je te montrais mon document, il m'est arrivé des choses inimaginables grâce à ce petit hack. Ça me donne très envie de le faire. Surtout, c'est pas si mystique en fait, c'est une question de volonté et puis c'est la sérendipité, on dit, c'est ça ? Sérendipité, exactement. Tu attires les éléments de l'univers, mais en fait, si on enlève le côté mystique, c'est que juste si ton objectif c'est de faire un épisode par semaine de Tech Nation, ça fait partie de ta liste, c'est écrit, que tu le regardes tous les jours. Si pendant 3 semaines tu fais pas d'épisode et que tu regardes tous les jours, il va se passer un problème dans ta tête. Il va y avoir une guerre dans ta tête et à un moment tu vas dire non, il faut que j'y aille et tu vas te bouger les fesses pour le faire. Donc c'est juste un rappel à l'ordre et c'est juste ça te remet le curseur au bon endroit. Donc c'est pas forcément mystique. Et si ton objectif c'est par exemple d'acheter un premier appartement par exemple à Paris, ton premier appartement, même si tu n'as pas forcément les moyens, tu vas te créer les moyens, tu vas en parler à tout le monde parce que c'est dans les objectifs, donc c'est dans ta tête tous les jours. Tu vas tomber, ça se trouve, sur un courtier qui va dire je peux te faire un crédit. Ça se trouve, tu vas tomber sur l'ami d'un ami qui vend son truc. Mais ça reste dans ta tête. Par contre, si c'est un vœu pieux et que tu l'as dit il y a très longtemps, je vais acheter un appartement, il ne se passera jamais rien. Ça, j'en ai la conviction. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça résonne beaucoup parce que tu vois, ce podcast, au début, j'avais l'impression que c'était un petit caprice. Et puis le fait de m'y tenir, il se passe plein de trucs géniaux comme maintenant. Là. Et voilà. Ok, dernière petite question parce que du coup, l'heure tourne. Rapide, la traditionnelle de ce podcast. C'est une question qui est plutôt sur l'impact, donc on change complètement de sujet. Chez The Tech Nation, on aime bien définir l'impact comme moi je considère qu'on a tous une balance, oui. Que ce soit sur notre impact, qu'il soit social, sociétal ou environnemental. Oui. En plus, allez, on va mettre les pieds dedans. Souvent, en tout cas de notre vieille Europe, on critique souvent Dubaï, où tu as choisi de t'installer. Comment est-ce que tu fais toi où tu aimerais t'efforcer d'avoir un impact positif sur ton entourage, que ce soit social, sociétal ou environnemental ? C'est quoi tes petits trucs à toi ? Alors, moi je suis plein de failles à ce niveau-là, sur plein de choses. Si on prend le côté environnemental, j'ai une petite contribution. Alors, je prends l'avion, et donc il y a une empreinte carbone, mais dans tous les documents que j'ai pu lire, les livres que j'ai pu lire, apparemment, un des plus grands polluants, c'est le rejet de méthane dans l'air et le rejet, of course, de CO2. Et j'ai arrêté. Attends, ce que tu dises une bêtise. Comment ? Attends, ce que tu dises une bêtise. Non, l'épée des vaches, on peut en parler, mais du coup, c'est un peu lié. J'ai arrêté de manger de la viande il y a 5 ans. Alors, il y a 3 raisons, mais ça, c'est la première raison, en fait, l'impact environnemental. C'est pas, je fais plein de conneries à côté, je prends ma voiture, je prends l'avion, mais c'est ma petite contribution. On a tous, alors c'est marrant pour les gens qui ont une religion, personne ne respecte by the book la religion, mais chacun le fait à sa manière, fait sa petite pierre à l'édifice et fait son petit truc et essaie d'aller dans la bonne direction. Et moi, c'est ma manière d'aller dans la bonne direction. Donc, j'ai arrêté de consommer tout type de viande. Je n'ai pas mangé 1 gramme de viande depuis 5 ans. Ah ouais. Bientôt 6 ans, c'était 2019. Donc, ça, c'est pour l'impact environnemental.
Après, l'impact social, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle, alors là on rentre dans la partie mystique, j'ai un de mes mentors qui s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qui était mon PDG de Rentability Web, qui a très bien vendu d'ailleurs à Natixis, son entreprise, qui est devenu prêtre catholique gallican, et c'est un de mes mentors et amis. Et dans ses conseils, il me dit souvent, Stéphane, n'oublie jamais que Dieu est actionnaire de ton entreprise. Et que comme tout actionnaire, quand ton entreprise fonctionne, il faut lui verser ses dividendes, puisqu'il est actionnaire. Et ça m'a jamais quitté. Et je pense que, alors, qu'on soit croyant ou non croyant, c'est important, je pense, d'imaginer qu'il y a un Dieu ou pas de Dieu, ou quelque chose en tout cas, qui est actionnaire de sa réussite, et qu'une bonne manière finalement de payer cet actionnaire, c'est de faire des bonnes actions. Et voilà, c'est de donner à ceux qui en ont besoin. Alors moi, j'ai malheureusement, là où j'ai échoué cette année dans mon life plan, il y a un objectif, c'était ça, je devais monter un projet. J'ai 2-3 projets de charity que je voulais monter. Alors je fais toujours quelques dons à droite à gauche, mais j'avais un énorme projet. Ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode, parce que c'est long d'en parler. J'avais un projet que j'ai appelé le projet Phoenix. Mais je pense que c'est important de give back à tout moment de sa vie. C'est marrant, hier j'étais avec un des plus gros fondateurs de Licorne qui était à la maison hier, et on parlait d'une startup dans laquelle il a investi. Et je lui dis, mais on savait que ça marcherait pas cette boîte-là. Il me fait, depuis le premier jour où j'ai investi, je savais que cette boîte ne marcherait pas. Et c'est pas pour ça que j'ai investi. C'est que ce gars-là avait besoin de mon investissement pour grandir. Et il fait des très bonnes choses à côté. C'est quelqu'un de bien. Il a besoin d'être accompagné. Et je n'ai pas fait ça pour avoir un retour. Alors, je sais pas s'il le dit après parce que la boîte n'a pas marché, mais en tout cas, j'ai trouvé ça fort. Parce que moi, quand j'investis, j'attends un retour sur investissement. Et lui m'a dit non, je savais en faisant le virement que je n'aurais pas de retour sur investissement. Waouh. Et c'est assez atypique. Mais bon. Trop bien. Bon, je pense que c'est une bonne façon de finir. Ouais. Le temps tourne. Écoute, merci infiniment. C'était un plaisir, Jérémy. Merci pour tout. Et si les amis veulent me contacter, sur LinkedIn, sur Instagram, Stéphane Boucris. Voilà, j'ai quitté le monde des ESN. J'ai pas quitté le monde de la tech. Je suis maintenant dans le monde de l'entertainment et surtout dans le monde des rêves, parce que je pense que c'est important de réaliser ses rêves. Once Upon a Time, je voulais te demander, on pourra le voir à Dubaï ou à en Dubaï France, pour commencer, et après on va faire un tour régional et international, donc j'espère qu'on passera par Paris. Le calendrier n'a pas été défini, mais l'idée c'est d'aller... Nous on est à Barcelone, il faut que tu viennes nous voir aussi. Ah oui, c'est vrai, à Barcelone, ouais. Barcelone c'est une des grandes villes européennes, j'allais dire capitale, mais non, une des grandes villes européennes, et on va passer, j'espère, sur la Costa Brava, c'est sympa. Trop cool. Top. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Pleasure. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À très vite. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Il a été coproduit avec Palmbox Agency, notre partenaire. À très vite.